Alors, je voulais présenter tout à l'heure rapidement à travers l'ouvrage qui est ici, et ceux qui voudraient se le procurer, ils peuvent ici se rapprocher de M. Héran ou de l'organisation pour l'acheter, bien évidemment. J'ai pris le dernier au Forêt du Nord, donc n'hésitez pas. J'espère que le rayonnage va être à nouveau rempli. Alors, M. Héran, ce qui est intéressant, c'est que le titre, c'est le retour de la bicyclette. C'est vrai que c'est un mot qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. On est tous sur nos vélos. Certes, c'est peut-être des vélocipèdes, mais en tout cas, vos travaux nous permettent de retrouver une trajectoire. Et c'est plus qu'un travail d'historien, je le disais tout à l'heure, c'est un travail qui nous permet de mettre en prospective ce support de mobilité qui est le vélo, qui est la bicyclette, et peut-être de regarder où sont les enjeux. Et ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure quand en prenant le café, c'est plutôt sa place dans l'écosystème qui vous intéresse et qui nous intéresse aussi parce que c'est la manière de questionner nos pratiques et les formes urbaines et la manière dont ce mode de mobilité peut porter de nouvelles réflexions dont on a tous à se nourrir maintenant, même si on a l'impression de connaître l'objet, il ne cesse d'évoluer et sa pratique avec. Vous avez une demi-heure pour nous nourrir et après rester le grand témoin de toutes les interventions. Merci, monsieur Héran. Merci beaucoup. Alors merci aussi aux organisateurs, Katia Renesson qui a eu l'initiative de m'inviter, m'a-t-on dit, mais aussi René Bacqueville qui a très bien organisé cette journée et puis le CEREMA dans son ensemble. Je suis effectivement économiste des transports, mais aussi habilité à diriger des recherches en aménagement et urbanisme. J'ai la volonté, disons, d'avoir une vision transversale des choses et vous verrez que je ne m'intéresse pas qu'au vélo, de loin pas, mais à l'ensemble des modes de déplacement urbains et encore à bien d'autres aspects. Je vais tenter en une demi-heure de vous brosser un peu l'essentiel de ce qu'il y a dans le livre, mais il n'est pas question de tout dire. Je me contenterai d'intervenir en deux temps. D'abord, le passé, qui a des choses à nous apprendre sur l'avenir, sur ce qui nous attend. Et puis, l'avenir, effectivement, quelques réflexions de prospective. Je me contenterai de coups de projecteur sur certains aspects. C'est impossible, dans le peu de temps enfin, quand même beaucoup de temps qu'on m'accorde, mais je veux dire, en une demi-heure, on peut pas faire mieux. Je vais donc commencer simplement un petit mot sur l'ouvrage. Vous voyez, il est paru il y a un an, un peu plus d'un an, et désormais en poche depuis la rentrée. Ce qui veut dire qu'il se vend à peu près bien. Enfin, je suis pas trop mécontent. Mais ça me rapporte pas grand-chose, rassurez-vous. C'est pas le but. Le but, c'est bien entendu d'ouvrir les esprits à plus de recul, à la fois historique, géographique, et puis d'une mise en perspective. Ce qui m'intéresse, c'est le temps long, finalement, le temps long. Ce qui manque souvent dans la réflexion des techniciens, des élus. C'est un peu normal, ils sont dans l'urgence, dans le quotidien. J'ai la chance de pouvoir effectivement prendre ce recul et d'essayer de le partager avec vous. Bon, quelques aspects du passé. Bon, je ne veux pas revenir à l'origine du vélo, mais on va commencer avec les années 30 et jusqu'aux années 50. En fait, d'abord, ce premier graphique-là, il n'en aura pas énormément, mais il est utile. Pourquoi le vélo s'est diffusé à grande vitesse en France et partout en Europe, dans tous les pays suffisamment riches pour que les habitants puissent acheter du vélo? Parce que le prix, c'est-à-dire en fait le nombre d'heures de travail nécessaires pour acquérir un vélo, la courbe orange, là, a considérablement baissé. On est une division par 10 en 40 ans. Et donc le taux de possession s'est envolé de façon tout à fait concomitante dans tous les pays d'Europe. Et vous voyez ici que la France, en 1928, vous voyez, a un taux de possession de bicyclettes tout à fait équivalent à l'Allemagne, par exemple, alors qu'il y a aujourd'hui, je vous le rappelle, une pratique à peu près 4 fois supérieure en Allemagne qu'en France. Donc on pratique autant le vélo en Allemagne qu'en France dans les années 30, 4 fois moins aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il va falloir le comprendre.
Les sorties d'usines sont noires de cyclistes, partout en France. Les ouvriers, mais pas seulement, les employés, les paysans même, tout le monde roule à vélo, massivement. Les triporteurs sont extrêmement répandus. Tous les petits commerces en ont. Bon. La déclinaison au niveau du Nord-Pas-de-Calais, ça c'est moins connu. Grâce à Philippe Tostin, qui doit être dans la salle, et qui m'a transmis cette carte extraordinaire réalisée par le Nord Touriste en 1934, on voit qu'il y avait des trottoirs cyclables tout autour de l'île, sur à peu près toutes les radiales, avec des aménagements à peu près continus. Tout cela a quasiment disparu dans les années 50-60, à part peut-être la piste du Grand Boulevard qui est là. C'était des trottoirs, vous voyez, c'était un dispositif qu'on voit encore massivement au Danemark, qui ne les a pas supprimés, ou en tout cas qui a su les préserver en grande partie. C'était en fait des pistes au niveau du trottoir, mais en décalage avec le trottoir et disons à mi-niveau entre trottoir et chaussée. C'est encore un document de 58 qui nous explique que ça existe, ça. Et puis, à la sortie de l'île, en 51, vous voyez, les cyclistes sont tout à fait majoritaires. C'est à peu près tous les éléments d'histoire du vélo dans la région que je possède. Je vous ai mis tout, là. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que cette histoire reste à faire. J'ai quelques bribes, là, mais on l'a totalement oublié. Et on ne sait plus qu'on roulait massivement dans la région à vélo et qu'on était équipé pour cela. Dans les années 50 à 75, la pratique s'effondre absolument partout en Europe. J'ai bien dit partout, y compris aux Pays-Bas, au Danemark, etc. Alors, on le voit, ces courbes sont rarissimes. Donc, j'ai pas de courbe en France. Je n'ai pas de courbe pour la France. Parce qu'il n'y en a pas. Enfin, à ma connaissance, peut-être qu'on en trouvera une un jour dans une archive, mais vous voyez, alors les courbes dont on dispose en Europe sont assez saisissantes. Vous voyez, une ville comme Berlin, il y a un effondrement de la pratique qui est considérable, division par 10 à peu près. Aux Pays-Bas, on a une division par 3, et qui a tardé à se faire, c'est-à-dire en fait, et qui s'explique assez bien parce que les Pays-Bas ont un retard de motorisation. Dans les années 50, ils n'ont pas d'industrie automobile locale. DAF, qui est un constructeur de camions, va se mettre à faire des petites voitures seulement à la fin des années 50 et surtout dans les années 60. Et c'est comme par hasard, à partir de ce moment-là, que la pratique commence à s'effondrer aux Pays-Bas, comme partout ailleurs, simplement avec retard. Attention, là on est à 600, c'est le zéro, il est par là. Bon, la Grande-Bretagne, on a des chiffres très, très anciens, depuis 52, et le cas français est sans doute très similaire au cas britannique, pour un tas de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. À Copenhague, division par 8, du trafic. Ici, on a aussi des courbes par ville. Là, on voit par exemple Amsterdam. Amsterdam, c'est la courbe bleu foncé qui est ici. On a une division par 3 à Amsterdam, qui a effectivement commencé un peu plus tard qu'ailleurs, on le voit, ou déjà ici. Enfin, bon, donc c'est général. Et c'est bien sûr lié, vous le savez, à la motorisation. Mais il y a une grande... Enfin, qu'est-ce que cache ce terme ? D'habitude, on pense à la voiture. En fait, c'est un peu plus compliqué. La France a connu une motorisation qui est passée par le deux roues motorisé. Et tout particulièrement par le cyclomoteur, c'est-à-dire le deux roues inférieur à 50 cm3. C'est une particularité française, et non pas, comme je le pensais, italienne. Non, nous sommes le seul pays d'Europe, j'ai bien dit le seul pays d'Europe, à avoir, en 1978, plus d'usagers en deux roues motorisés que de cyclistes. Partout ailleurs, c'est le contraire. Il y a plus de cyclistes que d'usagers en deux roues motorisés. Nous sommes le seul. Donc on se démarque sur ce plan-là. C'est lié à quoi ? C'est lié d'abord à des innovations remarquables. Le Solex, la Mob, la mobilette bleue, et puis le Peugeot. Voilà. Ces trois innovations, c'est des deux roues motorisées, très efficaces, pas chères du tout, et qui vont, les Français vont se jeter là-dessus, et très vite, la production va être massifiée, industrialisée, et les prix vont s'effondrer. On achète un Solex, une Mob à des prix dérisoires, à cette époque-là. Et les Français achètent ça en masse, mais ils les achètent aussi parce que
l'État laisse faire. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le 2 roues motorisé, c'est dangereux. C'est dangereux parce que très vite, on va trop vite, on est mal protégé, c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux, j'ai bien dit, j'insiste, c'est infiniment plus dangereux que le vélo, quelque chose comme 8 fois, 10 fois, 50 fois plus dangereux s'il s'agit de la moto que le vélo. On est dans ces ordres de grandeur. Et donc laisser se développer sans contrainte les 2 roues motorisées, c'est terrible en matière d'accidentologie. Et là, on voit comment la courbe orange montre la hausse vertigineuse des accidents en cyclo dans les années, vous voyez, 50, 60 et jusqu'aux années 70. C'est invraisemblable, tout ça, ce développement sans contrainte ou presque du 2 roues motorisé, c'est payé par plusieurs dizaines de milliers de morts supplémentaires par rapport, par exemple, à un pays comme l'Allemagne. Ça s'appelle un scandale de santé publique, dont personne ne parle. Qui existe encore aujourd'hui. On a encore aujourd'hui plus de 20%, 20 à 25% des morts qui sont sur nos routes liés uniquement aux 2 roues motorisées, qui ne représentent pourtant que 1 à 2% du trafic. Il continue encore, il est moindre aujourd'hui, ce scandale est moindre, mais il est encore présent en France. Alors ce laxisme, il a porté sur tout, il a porté sur le débridage des 2 roues motorisées, qui est absolument généralisé. Encore aujourd'hui, les cyclomoteurs, les moins de 50 cm3, sont encore aujourd'hui à moitié, la moitié du parc est débridé, encore aujourd'hui. À l'époque, c'était 95%. On vous le débridait dès que vous l'achetiez. Bon, j'insiste un peu là-dessus parce que ce laxisme des autorités, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, explique en grande partie donc, tous ces morts et aussi l'effondrement de la pratique du vélo, qui va être totalement ringardisé. C'est pour ça que je vous ai mis ce vélo dans piteux état, totalement ringardisé, et puis dans les années 60, pour draguer... Pour être dans le vent, ça c'est Johnny à qui on a offert une Paloma Superstrada gratuitement. Voilà, il faut absolument être en 2 roues motorisées si on veut être dans le vent. Pas de casque encore à l'époque. On roule à 70 à l'heure sur un truc comme ça. L'âge a été restreint. Avant, jusqu'en 57, aucune limite d'âge. Vous pouviez à 10 ans rouler à 70 à l'heure. Il est limité à 14 ans, mais il est à 16 ans en Allemagne, à 16 ans aux Pays-Bas. Il est à 16 ans presque partout en Europe. Il n'y a que la France et l'Italie qui ont un âge, et l'Espagne, qui avaient un âge limité à 14 ans. Et qui est toujours le même aujourd'hui en France. Et ça pose un réel problème pour l'accès au vélo. Un jeune de 14 ans, il n'a pas envie d'accéder au vélo en France. Il a envie, quand on est apprenti, on a envie de se mettre aux 2 roues motorisées. Bon, il faut que j'accélère. Passons aux années 70. Je vous ai mis là 3 épisodes parmi 10, 20, je ne vais pas tous repérer, de la révolte des populations contre l'envahissement automobile, et non pas pour le vélo, contre l'envahissement automobile au cours des années 70. Je vous ai pris l'exemple des Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas ont réagi les premiers? Parce que c'est, avec l'Italie du Nord, c'est le pays le plus urbanisé d'Europe et le plus anciennement urbanisé. Dès 1650, les Pays-Bas ont plus de la moitié de la population qui vivent dans des villes. Donc, l'urbanité, ils savent ce que c'est depuis très longtemps. Et quand la voiture a déboulé comme dans un jeu de quilles et a commencé à tuer les enfants qui jouaient dans la rue, etc., les populations se sont révoltées. Alors là, c'est l'épisode des Provos. Les Provos, c'était des anarchistes qui ont proposé des vélos blancs à Amsterdam dès 1966. C'était extraordinaire comme idée. Disait soudain, on pourrait faire autre chose que de laisser Amsterdam être envahi par la voiture. On pourrait supprimer ces voitures et mettre des vélos en libre service, gratuits. Voilà, alors, ils ont proposé ça, évidemment ça n'a pas marché, mais l'idée, ils ont germé, ils ont planté une petite graine là dans le cerveau du monde entier en fait, parce que c'est tout le monde, tous les journalistes du monde entier sont allés voir ce truc, c'était incroyable.
Là, un autre épisode. Il ne s'agit plus de vélo, il s'agit vraiment purement de sauver les enfants du trafic auto envahissant et de la mortalité qu'elle provoquait. Stop the Kindermord, ce qui veut dire, c'est à peu près les seuls mots de néerlandais que je connais, ça veut dire halte au meurtre des enfants. Est-ce que vous voulez adhérer à cette association? En fait, cette association a été créée par un journaliste dont le fils est mort, écrasé, et un journaliste de renom qui, de rage, a intitulé son article comme ça. Halte au meurtre des enfants. Et il a soulevé l'indignation dans tout le pays, qui s'est mis à créer une association dès le lendemain pour promouvoir une modération du trafic automobile. Là, vous avez une manif de cyclistes à Amsterdam, etc. Donc, on pourrait continuer les épisodes. Toujours est-il que c'est un pays dont toute la population s'est révoltée d'abord et avant tout contre l'envahissement automobile et qui, ensuite, a pris des mesures. On va passer aux mesures tout de suite. Les Pays-Bas ont expérimenté dès 1969 la première cour urbaine à Delft. Donc vous voyez, il n'y a plus de trottoir. Bon, c'est la zone de rencontre avant l'heure. Plus de trottoir, mais il faut refaire toute la rue, ce qui est quand même assez coûteux. Donc très vite, les Néerlandais vont passer à la zone 30, parce que c'est moins coûteux. Ça peut être généralisé bien plus vite. Et ça c'est à peu près en 1976, dans les villes de Almer et Lelystad, qu'on va expérimenter ça. Ils vont appeler ça l'intégration, c'est-à-dire l'intégration des trafics, contre la ségrégation, séparation des trafics. Nous, on dirait aujourd'hui la cohabitation, plutôt que l'intégration. Ils expérimentent ça. Alors, passons à l'Italie, car l'Italie va être l'autre pays qui va expérimenter la modération du trafic auto en même temps que les Pays-Bas. Dès 1969, vous voyez, c'est vraiment la même date, Ferrare décide de fermer son centre historique aux voitures. Pour deux raisons. D'abord, pour sauver l'urbanité de Ferrare, mais aussi pour des raisons de pollution croissante du trafic auto et pour sauver leur bâtiment historique. Bon, donc l'Italie du Nord va expérimenter les ZTL, zones à trafic limité. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire interdiction aux voitures, sauf les ayants droit. Pour faire simple, les riverains, les services d'urgence, etc. À peu près 20% du trafic qu'il y avait avant, c'est-à-dire 5 fois moins. Du jour au lendemain, 5 fois moins de trafic. Et puis ça va se développer. En 89, il y a déjà une cinquantaine de villes qui ont des ZTL, et une loi va passer les officialisant. Avant, c'était toujours des exceptions. Et les ZTL, il y en a aujourd'hui des centaines. En Italie, on ne les compte plus. Je ne sais pas combien il y en a, personne n'est capable de dire combien il y en a. L'Allemagne va beaucoup observer ce qui se passe aux Pays-Bas, et comme ils ont le même problème, c'est aussi un pays assez anciennement urbanisé, plus anciennement urbanisé que la France, qui va observer avec grand intérêt tout ce qui se passe aux Pays-Bas et commencer eux aussi à expérimenter. Là, vous voyez, c'est une opération de com. Ils ont mis des carrés de gazon sur des voitures en stationnement sur la grande place de Stuttgart, et pour dire, on va en faire autre chose de cette place plutôt que de la laisser envahie par la voiture. Ils vont très vite reprendre l'idée de zone 30 aux Pays-Bas, et dès les années 80, théoriser l'extension des zones 30. Donc ils ont dit d'abord, une rue 30, ça n'a pas grand sens. Une zone 30, c'est un peu plus intéressant sur tout un quartier. Mais pourquoi tel quartier et pas tel autre? Donc très vite, ils sont arrivés au concept de ville 30, de zone 30 généralisée, si vous voulez. Nous, on en est encore à se demander s'il faut vraiment généraliser les zones 30. Alors Grenoble l'a compris, mais il y a encore plein de villes qui pensent que les zones 30, c'est réservé au centre-ville. Enfin, non. Donc dès l'Allemagne, dès le congrès à Berlin de 1985, un grand congrès sur les zones 30, ils ont pigé qu'il faut aller vers la ville 30. Et Berlin est une ville 30 depuis la fin des années 90, par exemple. Bon, enfin, nous, on n'est quand même pas totalement resté... Katia Renesson nous l'a un peu dit, il y a eu des opérations d'expérimentation passionnantes en France, et c'est quand même via le tramway qu'on a su requalifier les centres-villes, calmer les centres-villes. Le tramway a joué un rôle clé en France. Résultat, les pays qui ont agi ont fait remonter la pratique du vélo.
qu'on voit très bien qu'à Copenhague, donc division par 8, j'avais dit multiplication par 3. Hein, ils ont retrouvé un trafic vélo tout à fait important. Berlin, par exemple, c'est passionnant, est passé, ils étaient peut-être à 20% peut-être de part modale vélo. Ils sont passés à 2%, ils sont aujourd'hui à 15%. Hein, retenez bien, ça c'est vraiment intéressant. 20%, effondrement, 2%, 15% aujourd'hui. Hein, c'est donc possible d'arriver de revenir de l'enfer. C'est-à-dire vraiment d'une pratique vélo extrêmement basse. Et puis il y a des villes, il y a des pays qui n'ont pas réussi cette remontée. Donc par exemple la Grande-Bretagne, c'est à peu près ce qu'on a vécu. Il y a eu une reprise de la pratique après la crise de l'énergie. En France, très vraisemblablement aussi, parce que les ventes de vélos s'envolent. Mais c'est retombé. Alors Thatcher est arrivée, elle a dit je veux un pays, une économie fondée sur la voiture, voilà ce qu'elle a dit. Bon, a great car economy. Et puis évidemment ça n'a pas aidé l'essor du vélo qui a vivoté. Bon. Nous on a connu à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a, après la reprise du vélo, en fait à cause de la présence, de l'importance du deux roues motorisé, on a cru que le deux roues, où on confondait vélo et deux roues motorisé, était dangereux. Et donc on a dit, moins il y a de vélos, mieux c'est. Voilà ce qu'on disait dans les années 80, y compris à Lille. Hein. J'ai des textes, merci encore à Philippe qui me l'a envoyé, un texte extraordinaire qui dit très bien, en 84, que vraiment le vélo c'est pour les Nord-Africains, et moins il y en aura, mieux c'est, parce que c'est vraiment dangereux. Le vélo repart à la hausse dans les années 2000, partout en France. C'est un schéma du CERTU, bien connu, je crois. Mais ça cache ceci. C'est-à-dire, ça cache, en fait, ces chiffres sur l'agglo, toute l'agglo, cache une évolution très importante du trafic entre périphérie et centre. Là, on voit, pour le cas de Strasbourg, qui était lumineux, qu'il y avait plus de pratiques vélo en 1988 en grande périphérie que dans le centre, n'est-ce pas ? Alors que c'est l'exact contraire aujourd'hui. Beaucoup plus dans le centre qu'en grande périphérie. À Strasbourg, la pratique du vélo continue de baisser, j'insiste, continue de baisser en grande périphérie, ou au moins stagne. Alors qu'elle est en plein boom dans le centre. Je crois qu'à Lille, on peut dire que c'est à peu près, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une conurbation, disons que c'est en gros aussi cela que l'on vit à Lille. Un peu de prospective. Il y a 3 enjeux du vélo urbain aujourd'hui. Est-il écolo ? Désolé de vous décevoir, mais le vélo, c'est pas écolo. Alors évidemment, c'est de la provoque un peu, mais si le nouveau cycliste est un ancien piéton, ce qu'il est souvent, où est l'écologie là-dedans ? C'est carrément, le bilan écologique est carrément négatif. Je redis, hein, si le nouveau cycliste est un ancien piéton, le bilan est négatif. Donc quand on dit que le vélo est écolo, on suppose, sans le dire, on suppose que le nouveau cycliste c'est un ancien automobiliste, ce qui arrive rarement. Autrement dit, ça tient du discours, ça. Hein, dire que le vélo est écolo, c'est ne pas dire que pour que le vélo soit écolo, il faut moins de voitures. Hein, donc on comprend là tout l'intérêt médiatique des élus de promouvoir, de mettre en avant le vélo, plutôt que de mettre en avant une politique de modération de la circulation automobile. C'est beaucoup plus difficile de mettre en avant telle politique. Mais c'est ça, on l'a vu, c'est ça qui relance le vélo. Hein, oui, je ne l'ai peut-être pas encore assez dit, mais j'en profite pour le dire. Partout en Europe où on a modéré le trafic automobile, c'est toujours le vélo qui en a le plus profité, et de très loin. Et de très loin. Bon, pas mal d'entre vous connaissent la chanson, j'ai pu le dire. J'enfonce le clou, c'est fondamental de piger ça. C'est pas les aménagements cyclables qui relancent la pratique, bien sûr il en faut. C'est surtout et avant tout la modération du trafic automobile. Est-ce que le vélo est économique ? Alors après on peut détailler, on peut regarder. C'est pas tellement économique pour l'usager, moins qu'on le croit, parce que en particulier la voiture est moins coûteuse que vous croyez.
Hein, faut pas prendre les chiffres d'Autoplus. Je sais que dans la salle, vous lisez beaucoup Autoplus et que vous croyez tous que la voiture, c'est très très cher. On nous bassine avec ça. Le lobby des transports publics nous dit ça aussi évidemment, ils ont intérêt à dire ça pour dire, regardez, les transports publics, c'est moins coûteux pour l'usager que la voiture. Et là, c'est pas vrai. C'est plus compliqué. Quand on a une voiture d'occasion, déjà très amortie, qu'on a acheté 5 000 euros, 3 000 euros, je vous assure que la voiture, c'est pas cher. Et on comprend mieux, quand on accepte de voir cette vérité, on comprend mieux que les gens s'accrochent tellement à la voiture. Bon, le vélo, c'est surtout économique pour la collectivité. Parce que faire des aménagements cyclables, c'est beaucoup, beaucoup moins coûteux que faire des aménagements routiers. Les villes commencent à s'en apercevoir. Sauf qu'elles ont encore un peu du mal à inaugurer des pistes plutôt que des nouvelles voiries. Ça, c'est pas encore très admis, ça. Mais vous voyez, par exemple, Copenhague avait un projet d'autoroute urbaine assez considérable dans les années 80, mais la ville était en quasi-banqueroute au début des années 80, et quand on n'a pas de sous, Copenhague s'est dit, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de sous? Ils se sont lancés dans les aménagements cyclables, plutôt que dans la construction du programme autoroutier, et avec le succès que l'on connaît aujourd'hui, ils ont aussi énormément limité le trafic auto. L'enjeu aujourd'hui, il est surtout de santé publique. L'enjeu actuel, immédiat, c'est celui-là, c'est celui qui est le plus reconnu. Et donc il y a eu plein d'études là-dessus, qui sont relativement connues. Le bilan de santé publique du vélo est très très positif. On peut se battre sur les détails, mais en gros, les avantages sont 5 à 20 fois supérieurs au coût en matière de santé publique. J'en dirai pas plus. Donc c'est très très intéressant. Le potentiel d'usage du vélo, il est très important. Alors là, il y a des méthodologies diverses. Je vous donne 2 résultats. Dans le Grand Londres, on estime que 25% de l'ensemble des déplacements sont réalisables à vélo. Ici, grâce à Sylvie Maton et Patrick Palmier, on sait que ce serait la moitié de l'ensemble des déplacements qui seraient réalisables à vélo. Les méthodologies ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, ça donne une idée du potentiel. Puis quand on regarde les parts modales des villes les plus en pointe en Europe, c'est de cet ordre. On est à 20, 30, et Copenhague vise les 50%. Effectivement, ça paraît inouï, mais voilà, ça donne une idée du potentiel. J'aimerais, moi, insister sur un aspect que ne veulent pas voir ni les élus, ni pas mal de techniciens, il faut bien le dire, c'est la concurrence entre les modes de déplacement. En fait, pour comprendre le vélo, il faut avoir une approche que j'ai décidé de baptiser omnimodale. Bon, voilà, ça doit être l'un des tout premiers, peut-être le seul vraiment nouveau concept que je propose. Tout de suite, on comprend, omnimodal, ça veut dire tenir compte de l'ensemble des modes. Si on veut relancer le vélo, vous voyez, donc là, on part d'un rond blanc pour arriver à quelque chose de bien plus, il faut se demander, mais d'où vont venir les nouveaux cyclistes? Et c'est très compliqué à le comprendre. La plupart vont sans doute venir de la marche. D'autres, des transports publics, beaucoup des transports publics, assez peu de la voiture. Vous voyez, peut-être pas mal de passagers. Il faut essayer de comprendre tout ça. Et bien entendu, ensuite, il y a toute une recombinaison derrière. Donc, c'est-à-dire que si beaucoup de marcheurs se mettent au vélo, est-ce que c'est dommage, hein? On peut se dire, si tout ça pour ça, si c'est pour mettre si relancer le vélo, ça plombe la marche, quel dommage. Mais en même temps, il y a peut-être d'autres gens qui vont se mettre à la marche. C'est-à-dire, par exemple, pour les transports collectifs saturés dans le centre, c'est une très bonne idée que les gens, plutôt que de prendre le transport collectif pour 2 stations, se mettent à marcher. Donc vous voyez, il y a tout un travail de recomposition, hein, des modes, de rééquilibrage de l'ensemble des modes qu'il faut comprendre. Et c'est très compliqué à piger. Hein. Donc le principe, vous voyez, c'est la répartition modale et les reports modaux dépendent de toute une série de choses. Je n'ai pas le temps de développer là, mais vous lirez dans ça va être mis sur le site, hein, d'une voirie pour tous.
Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié. Tous ces modes de déplacement sont liés. Quand on veut encourager un mode, ça se fait forcément au détriment d'autres modes. Parce que le gâteau n'est pas extensible. Parce qu'on se déplace toujours 3 à 4 fois par jour, pas plus. Donc, si on veut développer le vélo, ça se fait au détriment d'autres modes. Et c'est l'ensemble qu'il faut comprendre. C'est cette mécanique du report modal généralisé qu'il faut comprendre, et non pas simplement le vélo séparément, la marche séparément, etc. Bon, ça, c'est actuellement là-dessus que je travaille. Hein. C'est un de mes thèmes majeurs de recherche. Et c'est énorme tout ce qu'on peut raconter là-dessus. J'ai pas le temps de développer. Redisons-le, c'est l'immodération de la circulation automobile qui peut permettre de rendre justement tout ça plus cohérent. C'est la modération de la circulation automobile qui a l'impact le plus cohérent sur cette redistribution des modes. Et le but, c'est d'abord de réduire les nuisances et de recréer de l'urbanité en remettant la hiérarchie des modes à l'endroit. Hein. D'abord les piétons, c'est pas le vélo à mettre en avant d'abord. Hein. C'est la ville, elle doit se reconstruire autour du piéton. Ça, j'en suis persuadé. Je fais partie je pense que Katia Renesson serait d'accord avec cela, certainement. Et beaucoup d'autres ici, en France, la voirie pour tous, c'est ça. C'est d'abord les piétons, ensuite les cyclistes, et ensuite les motorisés, transport public d'abord, puis la voiture. C'est cette hiérarchie qu'il faut reconstruire, et c'est ça qui est compliqué, avec toutes sortes de principes d'aménagement qui ont déjà été vus. Tout cela passe néanmoins par la reconstruction d'un système vélo, ou l'optimisation du système vélo. Vous savez ce que c'est qu'un système automobile ou un système tramway. On sait bien que la voiture, elle ne roule pas toute seule. Il faut un réseau, il faut des services, il faut un code de la route adapté à la voiture, il faut du stationnement, il faut énormément de choses pour que la voiture puisse circuler. Il a fallu près d'1 siècle pour que le système automobile soit performant. Nous, on a un système vélo qui est encore dans l'état du système automobile des années 20, disons. Vous voyez ? Donc le système vélo, il a peut-être 90 ans de retard par rapport au système automobile. Nous ne savons pas ce qu'est un système vélo performant. C'est ça le problème. Si on optimise le système vélo, qu'est-ce que ça donne ? Alors on sait qu'il faut installer un réseau de super pistes cyclables et non pas d'autoroutes pour vélo. Parce que vraiment, les super pistes, ça n'a rien à voir avec les autoroutes. Dans une autoroute, c'est vraiment pas le bon terme, parce que on peut pas s'arrêter sur le côté d'une autoroute. Sur une super piste cyclable, on s'arrête partout. Elle a une adhérence à la ville, hein, pour parler un peu savamment, très forte, la piste cyclable, pas l'autoroute. L'autoroute, elle n'a d'adhérence avec la ville qu'au nœud du réseau. Donc, des super pistes cyclables, là on a l'exemple de Strasbourg, qui s'y est lancé, mais plein d'autres villes commencent à s'y intéresser, et plus que ça. Donc il faut des aménagements, c'est vrai, il faut des vélos performants, ils n'arrêtent pas de progresser, les efforts pour améliorer le vélo lui-même n'arrêtent pas de se développer. Aujourd'hui, l'innovation est à nouveau en marche autour du vélo. Il y a un foisonnement d'innovation extraordinaire. Le vélo prend des formes extrêmement variées désormais et sont de plus en plus performants. Costauds, à assistance électrique, plus rapide, plus léger, plus aérodynamique, plus tout. De la com, là je vous ai mis Juppé et Vincent Feltès qui inaugurent ensemble, exprès je vous ai mis, qui inaugurent ensemble une nouvelle piste cyclable. C'est ça, que les élus se montrent à vélo. Martine à vélo. Bon, elle a des qualités, cette femme, mais elle n'a pas tout à fait compris que tous les enjeux qu'il peut y avoir autour de la com et du vélo, mais bon, ça viendra. Et puis des services de réparation, de location, de stationnement. Là, j'aurais voulu vous mettre des vélos, des images à la place, mais bon, ça aurait été un peu long et compliqué. Il y a désormais des cultures vélos de plus en plus diverses et perméables. C'est inouï quand on se focalise là-dessus, on s'aperçoit, là je vous ai mis 4 pôles, loisirs, utilitaires, ludiques, sport. Vous
voyez, il y a tout un nuage très varié de types de vélos, du très utilitaire comme le triporteur, au très sportif comme le vélo de course, du très loisir comme le vélo de randonnée, ou le tandem, c'est quand même plutôt de la randonnée, au très ludique comme le monocycle et la draisienne, et tout ça, vous avez plein de choses intermédiaires qu'on peut placer sur cette carte, et c'est fascinant de voir tout ce monde qui se développe aujourd'hui. Donc il ne faut plus voir le vélo comme uniquement un vélo de ville, vous voyez, ça, c'est aussi tout ça, avec des perméabilités plus ou moins fortes entre tous ces modes-là. Et de même pour les publics. Alors là, c'est peut-être moins parlant. Donc âge, je vous ai mis âge, statut, motif, profession, ça c'est plus connu. Il ne faut plus travailler sur les cyclistes en général, il faut vraiment travailler chaque public, et vous le savez, donc j'insiste pas. Terminons sur... ça c'est peut-être moins connu, ça. Je pense qu'on parle beaucoup d'urbanisme orienté par le rail, hein, vous connaissez cette thématique. Et il est temps, je crois, désormais de parler de plus en plus d'urbanisme orienté par le vélo. Parce que ça joue aussi très fortement. Là, je vous ai donné l'exemple de Houten aux Pays-Bas. Et c'est un exemple bien connu. On est à peu près à 8 km d'Utrecht. Et alors, on nous dit, bon, c'est un urbanisme orienté par le rail. On a une voie ferrée qui a Utrecht est au nord de cette ville. Mais c'est aussi relié par une piste cyclable très roulante. On peut aller à Utrecht de Houten à vélo directement, pas besoin forcément d'utiliser la voie ferrée. Et on voit très bien que tout est accessible en voiture, mais par des boucles de desserte. Vous voyez, on ne traverse pas de part en part la ville en voiture. On peut le faire à pied, à vélo, mais pas en voiture. On n'accède à la ville que par un ring assez compliqué, hein, qui fait le tour de la ville. Et voilà. Donc tout cet urbanisme-là, il va falloir le penser. On en est au tout début, hein, et je pense qu'il y aura des recherches là-dessus bientôt. Voiture, vélo et mode de vie, il faut encore plus loin, voire plus loin, et imaginer le mode de vie qui va avec le vélo. Alors là, je vous dressais disons une description stylisée, hein, bien sûr, très caricaturale de la question, mais qu'il faudra là encore travailler. Bon, vous savez bien qu'un mode de vie en voiture aujourd'hui, on va à son emploi en voiture, à l'école on dépose ses enfants en voiture, c'est l'hypermarché qu'on fréquente et rien d'autre, le multiplex, on va faire du tourisme lointain en voiture, en avion, on fait du sport parce qu'il faut quand même bien se bouger, hein, et puis on a une maison individuelle qui est conforme à tout cela. Avec le vélo, on développe vélo, évidemment la complémentarité vélo-TC que je n'ai pas eu le temps d'aborder, le VAE qui est en plein essor, bon, on peut en parler. L'accompagnement se fait à vélo, ou encore mieux, on essaye de rendre ses enfants autonomes. Et donc là, il faut vraiment modérer la circulation automobile dans un périmètre très large autour des écoles. C'est le supermarché qu'on fréquente plutôt, les cinémas, théâtres de centre-ville ou de centre-bourg. On fait du tourisme proche, en train, à vélo, hein, c'est une autre forme de tourisme. On ne fait plus d'activités sportives dédiées, spéciales. On se bouge tout simplement en prenant le vélo. On habite plutôt en petit immeuble. Vous voyez, c'est tout un autre mode de vie qui est à construire, que certains ont adopté. C'est vrai que c'est un autre monde, on est dans un autre monde. Donc c'est aussi cela qu'il faut comprendre. Et là, c'est les sociologues qui doivent travailler là-dessus. Bon, j'arrête là. Merci. De toute façon, je n'ai fait qu'évoquer certains aspects, certains sujets. J'ai oublié plein de choses, mais on est là pour en débattre. Merci Frédéric Errand. Non, vous n'avez pas oublié grand-chose parce que vous allez réintervenir tout au long de la journée dans cet effet de dialogue. Alors, un grand merci parce que vous nous donnez la possibilité de bien saisir l'importance de la recherche. Et de la recherche, quand elle est passée comme ça avec ceux qui sont en action, c'est encore mieux parce que ça nous aide à réfléchir. On aurait presque besoin de ne pas lire l'ouvrage, mais je vous invite quand même à
à l'avoir sous le coude parce qu'il nous donne cette dimension du temps long et aussi de ce lien des interactions que vous avez très très bien développé. Alors j'invite tout de suite sur la première table ronde, on va enchaîner, si vous le voulez bien, justement dans lequel on va essayer